Voilà, parfait. Bon, bah, allons-y, on y va. Alors, bienvenue à tous à la deuxième rencontre au coin du feu avec Marie Charelle, cette fois autour de son roman qui s'appelle Les danseurs de l'aube, dont on voit une partie de la couverture derrière moi. J'ai essayé de vous le montrer, mais en général, avec le fond, ça s'efface un peu. Là, de toute façon, on croit qu'il est blanc, donc ça ne sert à rien ce que j'ai fait. Et ben, j'ai voulu parler de ce livre parce que il m'a fait renouer avec un plaisir de lecture que je n'avais pas vécu depuis que j'étais à la fac, en fait. C'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose pour moi, à l'époque où j'étais encore jeune, de me plonger dans un roman et de ne pas en sortir. Donc, je me suis plongé vraiment dans cette histoire et les heures ont filé. Et on vit tous dans une espèce d'état un peu étrange en ce moment. Et là, d'un seul coup, j'ai eu un rush d'ailleurs, en fait. Et ça commence dans une espèce de brume, enfin, en marge des manifestations du G20 à Hambourg, au petit matin, je crois. Et un couple est photographié en train de danser une danse enivrante de flamenco. C'est irréel, c'est onirique comme c'est pas possible. Et d'un seul coup, ça vous emporte dans une forme de tourbillon incroyable, puisque le garçon de ce couple s'appelle Lucas et est à Hambourg pour aller sur les traces de qui il est vraiment, parce que c'est un jeune homme qui hésite dans son genre et dans sa sexualité. Il est extrêmement androgyne et il rencontre une jeune femme qui s'appelle Iva ou Aïva, je ne sais pas comment tu dis, Marie. Il va. Iva, et qui est une Rome qui a été chassée de Hongrie. Et tous les deux, bah, ils vont s'unir par leur passion de la danse et puis par une forme d'inspiration aussi. Parce que Lucas, lui, est dans une forme de quête à la poursuite de son héros qui s'appelle Sylvie Rubinstein, qui était un danseur de flamenco de génie dans les années 30-40 et qui, qui, a, qui a rejoint la résistance allemande et qui notamment a connu la gloire en se déguisant en femme et puis en perfectionnant un art avec une grâce incroyable. Et il avait pour lui une, une inspiration qu'on appelle le duende dans le flamenco, c'est un mot qu'on apprend avec le roman. Et, euh, et donc Lucas, lui, est dans la version moderne de cette histoire, puisque ça se passe en 2017, veut retrouver une forme de grâce en mettant ses pas dans les traces de Sylvine Rubinstein. Alors ma première question, Marie, c'est bah, comment en es-tu venue à connaître l'histoire de Sylvine Rubinstein? C'est le hasard. Un soir, je suis tombée sur une série documentaire d'Arte qui s'appelle Les oubliés d'histoire et qui présentait une dizaine, je crois que j'ai le livre ici, une dizaine de personnages tombés dans l'oubli en Europe essentiellement, avec plusieurs figures, dont celle de Sylvine Rubinstein. Et donc j'ai regardé la série entière et tous les personnages étaient fascinants, mais celui de Sylvine en particulier m'est resté en mémoire et j'arrêtais pas d'y penser. Enfin, c'est devenu une obsession. J'y pensais. Il commençait à devenir un personnage de roman déjà et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc moi, je dis bah, peut-être qu'il faut qu'il devienne un personnage de roman. Mais ce qui est particulier avec lui, c'est que sa vie était déjà si romanesque, si Romanesque. le fameux adage de Mark Twain, la phrase exacte m'échappe, mais c'est si fou que si ça avait été un roman, on aurait dit mais c'est pas possible, c'est trop de coïncidences, trop de folie dans cette vie, mais tout est vrai. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire pour en faire un personnage de roman, à vrai dire. Et parce que en fait, c'est un roman qui est une vie, du coup, celle de Sylvine Rubinstein, qui traverse vraiment toute l'histoire de l'Europe au XXe siècle.
on commence au moment de la Révolution russe et on continue avec la montée du nazisme, on continue avec la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours finalement avec la version moderne avec laquelle tu structures ton roman, avec le couple dont je parlais au début et qui est une sorte de continuation de Sylvine Rubinstein et de sa sœur qui ont formé un duo absolument glorieux dans les années 20-30 avant d'être fracassés par l'histoire. Et ça, c'était ce qu'il y a d'intéressant aussi et ce qu'on retrouve dans ton parcours de romancière, c'est-à-dire que tu attaches tes pas aux exclus, c'est-à-dire que Sylvine et Maria sont juifs et Lucas est d'une sexualité ambiguë et Iva est une Rome qui se trouve persécutée en Hongrie. Donc c'est vraiment des destins qui seront marqués par l'intolérance au départ. C'est ce que j'avais envie avec ces deux histoires, un peu comme dans mon roman précédent, d'explorer non pas les répétitions de l'histoire, parce que c'est un peu cliché et facile de dire ça, mais les échos qu'on a à toutes les époques, et en particulier dans les époques où monte cette forme d'intolérance, souvent dans les périodes de crise économique, et qui toujours se concentre sur les minorités, sur les pas comme les autres, sur les pas dans la norme. Et c'est ce qui est arrivé dans les années 30, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui à différents égards, notamment en Europe centrale en ce moment. Et j'avais envie de parler de ça sans que ce soit un bouquin, comment dire, je voulais que ça soit aussi une vraie histoire romanesque, incarnée, et pas que ce soit juste un bouquin qui dénonce des choses ou qui soit un peu trop, qui soit une thèse ou qui soit ce que je pourrais faire dans mon métier de journaliste à côté en disant voilà ce qui se passe. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en disant bon bah voilà, il y a des échos, des choses qui se ressemblent, qui pas forcément se répètent, et je voulais pas parler de ça au sens large, je voulais me concentrer sur des individus, des artistes en l'occurrence, et essayer de creuser comment est-ce que quand on est un artiste, un individu, un citoyen, une personne normale, euh, à quel moment on sait qu'on est en menace, qu'on est menacé, à quel moment on sait qu'il faut résister, comment. C'est une question qui m'obsède en fait. À quel moment on se dit bon bah là il se passe quelque chose, il faut entrer en résistance. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un danseur? On peut pas faire grand-chose à part danser. Donc comment est-ce qu'on résiste? Et aujourd'hui, bah tiens, est-ce qu'il est temps de résister? Et comment quand on se dit bon bah moi je ne fais qu'écrire ou voilà, donc c'est un peu ça que j'avais envie de creuser sans que ce soit démonstratif sur ce sujet. Donc d'où l'importance pour moi aussi de donner la place à la danse et à leur quête aussi personnelle qui se mêle à tout ça. Et c'est ça en fait, c'est que la beauté de ce roman, c'est que les bouleversements historiques s'incarnent dans les corps et les corps deviennent des motifs de résistance. En fait, la seule façon d'échapper à cet étau qui se resserre autour d'eux en permanence et cette intolérance qui monte, c'est l'art et c'est de danser. Et c'est Ça, et vraiment... c'est Pardon. ouais, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, continue. Bah, c'est ce qu'a fait Sylvine Rubinstein pour en dire un petit peu plus sur sa vie. Donc il est né, comme tu disais, en Russie. Lui et sa sœur jumelle étaient les enfants d'un aristocrate russe et d'une danseuse juive. Ils ont fui la révolution russe. Toute leur vie, ils ont fui. Leur père a été tué par les bolcheviks, donc ils se sont retrouvés dans l'Iddishland, cette Europe disparue aujourd'hui. Ils sont devenus danseurs, ils ont appris la danse. Sa sœur a été déportée, elle a disparu. Et lui est entré en résistance avec un Allemand qui était résistant dans la Wehrmacht. Donc cette histoire est assez folle. Et sa résistance s'est incarnée qui faisait des attentats, il participait à des actions contre les nazis. Et à un moment, pour passer inaperçu, il a commencé à s'habiller en femme, donc à se travestir en femme, et ce qu'il a continué à faire aussi après la guerre, et
ce qui est singulier, c'est que ce travestissement, c'était une façon aussi de continuer à faire vivre sa sœur. Donc c'était aussi une forme ouais, de la façon dont je le comprends, évidemment, parce que il est plus là pour le dire, mais Dommage. déjà, sa survie est une résistance. Continuer à s'habiller en femme était aussi une forme de résistance à tout ce qui était contre les gens de son espèce. Il y a beaucoup de choses qui m'ont accroché dans son histoire et dans ce qu'en a dit la personne à qui il s'est confié à la fin de sa vie, parce que tout ça était pas su jusqu'à ce qu'il décide à parler en étant déjà un vieux monsieur, en fait. Et il a parlé à quel moment? Enfin, en 2011, enfin, au début des années 2000 ou Ouais, avant? c'est ça. En fait, il y a un journaliste allemand qui écrivait un article sur St. Pauli, ce quartier chaud de Hambourg, interlope, où il se passe plein, c'est un bouillon de culture à beaucoup d'égards. Et donc, ce journaliste qui vit là-bas écrit un article sur le quartier et rencontre ce vieil homme qui a été danseur, qui est un peu euh, avec plein de bibelots chez lui, plein de souvenirs accumulés. Et il a commencé à s'intéresser à cette figure en le prenant un peu pour un vieil excentrique. Et puis, il a commencé à lui raconter qu'il a été un tueur de nazis, un danseur de flamenco célèbre des années 30. Alors, au début, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible, c'est un vieux fou. Et il a enquêté, il a emmené dans les villages où il a été résistant, sous un nom caché. Il y a un documentaire d'ailleurs qui parle de ça, et donc c'est fabuleux parce qu'il retrouve des vieux qui se disent Tulske, c'était toi? Tu es encore vivant, mais je me rappelle de toi. Donc c'était des gens qui étaient des enfants à l'époque, qui se souviennent de cet homme-là, et donc il se rend compte que tout ce qu'il dit est vrai. Alors, des souvenirs un peu confus, et il a commencé à écrire, et donc il a écrit cette biographie sur la fin de sa vie, et c'est voilà, comme je disais, tout est romanesque dans cette histoire, et j'ai eu envie de l'entremêler avec une histoire contemporaine parce que j'adore faire ça. Enfin, Bah, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà dans ton précédent roman qui s'appelait Une nuit avec Jean Seberg, où tu mettais en corrélation les engagements de Jean Seberg auprès des Black Panthers avec une histoire plus contemporaine également. Et en fait, c'est c'est un espace où les engagements se répondent sans cesse, où les engagements ne sont jamais condamnés et se continuent en fait dans l'avenir. Et c'est comme des flambeaux qui se repassent. Enfin, il y a toujours un effet, un jeu de miroir entre le présent et le passé. Et on s'aperçoit que l'histoire finalement ne passe jamais. Il y a toujours des allusions. En fait, le roman commence comme ça quand Lucas se balade dans les rues de Hambourg à la recherche de la présence et du fantôme de Sylvine Rubinstein, qui est son idole et qui pourra donner un sens à sa vie finalement. Et c'est une sorte de correspondance entre les destins avec des décennies de distance en fait. ça, et je crois qu'il y a toutes ces questions de transmission aussi qui me tiennent à cœur. Alors là, indirect, parce qu'il ne retrouve pas Sylvine, mais il part sur ses traces et en le cherchant, il rencontre Iva, qui va l'emmener à la rencontre de lui-même et l'emmener au bout de sa, comment dire, de l'éclosion de sa chrysalide, en fait, on pourrait dire, en le poussant à danser et aller au bout de sa danse et aller. Ce qui est intéressant dans le flamenco, je saute du coq à l'âne, c'est que c'est aussi une danse qui est très incarnée. Et lui, c'est un danseur qui est plutôt venu par le classique, donc qui est encore un peu dans l'aérien, euh, qui va danser vers le ciel. Le flamenco, c'est une danse de la terre, qui est ancrée de la chaleur, et donc elle va l'emmener vers ça, et ça va l'aider à justement s'incarner aussi, lui, à trouver un peu plus qui il est. J'étais partie sur la transmission pour faire le lien avec mon autre roman, c'était pareil, ces histoires d'écho de l'histoire qui étaient très frappants avec tous les mouvements de Black Lives Matter et des slogans qui revenaient, qui étaient pas si différents de ce qu'on pouvait avoir déjà dans les années 60-70. Enfin, là aussi, on voit parfois des photos de Black Lives Matter,
des violences policières, de ce qu'il y avait à l'époque, ben, il y a des choses qui sont pas réglées. Enfin, rien n'est jamais réglé, évidemment, mais et voilà. Et là, il y avait une transmission entre une grand-mère et son petit-fils. Là, c'est entre Sylvine et Lucas, mais c'est plus symbolique sur comment rester soi-même et trouver qui on est euh, quand on est l'objet d'intolérance, quand on est L'intolérance de persécution est quand même parce que la légitimité de Lucas et d'Iva est toujours niée quelque part. Leur seul refuge, c'est une forme de clandestinité finalement. C'est ça, en fait, c'est vraiment ces créatures de la nuit, ils dansent dans les cabarets transformistes, où ils sont tout à fait à leur place avec les autres artistes et performeurs qu'ils rencontrent là et qui se plongent dans des identités autres par les personnages qu'ils construisent sur scène. Et c'est fascinant. Mais du coup, le jour, c'est plus difficile pour eux d'être qui ils sont, en particulier dans certains coins d'Europe où il fait pas forcément bon être homosexuel, être différent en ce moment, quoi. Enfin, que ce soit en Pologne, en Hongrie, il y a quand même un vent d'intolérance assez fort qui est Ce qui se préoccupant. passe, c'est qu'en fait, leur beauté et leur art, finalement, est toujours menacé au grand jour. Et leur seul refuge, c'est les lieux interlopes, c'est les boîtes de nuit transformistes, c'est les endroits où ils ne seront pas jugés. Et en fait, on a l'impression que la réalité passe son temps à les juger et passe son temps à les condamner, quoi. C'est ça. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que quand on pense aux artistes des années 30, qui étaient aussi dans cette Europe interculturelle de la nuit, enfin, il y avait ce milieu artistique qui est euh, pas tous, certains n'ont pas vu ce qui se passait parce qu'ils étaient dans cette bulle de tolérance aussi. Cette bulle multiculturelle qui pensait que l'Europe, c'était ça. C'est ça l'Europe, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des vilains, quoi, qui reviennent régulièrement. Justement, Donc, c'est ça qui est très beau, c'est que on est dans la lumière des corps, dans leur expression la plus débridée et la plus belle. Enfin, on est dans une chorégraphie. Parce que c'est vraiment un roman qui est construit comme une cavalcade, comme une cavale à travers l'Europe, comme une cavale pour échapper finalement aux démons qui se jouent dans les époques respectives, que ce soit les gens qui vont n'avoir de cesse de chasser Lucas et Iva, ou dans les gens qui vont accabler Sylvie Rubinstein et sa sœur de persécution. Alors que eux, ils sont dans la jeunesse, ils sont dans l'insolence et dans l'insouciance finalement. Pendant longtemps, ils sont dans la très grande gaieté. Et en fait, c'est cette gaieté qui est, pour citer Camus, un invincible été, quoi. Et c'est vraiment un roman, je vais pas dire résilience, putain, on dit résilience à toutes les sauces maintenant, mais c'est un roman de résistance, en fait. La résistance dans laquelle va plonger Sylvine Rubinstein est vraiment quelque chose comme une fatalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut pas faire autrement que combattre pour ne pas être détruit dans son art, en fait. et c'est ça ce qui est très. Alors pour revenir sur le côté cavalcade, c'est vrai que l'aventure de Lucas Silva, je l'ai vraiment construit comme un road movie, en me disant, eux, ils partent, ils savent pas très bien qui ils sont, ils vont trouver ça ensemble et ils vont le trouver en dansant comme des fous partout où ils peuvent, quoi. Et en faisant ça, ils se trouvent, ensemble, ils se trouvent séparément, ils savent un peu mieux qui ils sont. Et quant à la résistance de Sévine, oui, il n'a pas le choix. Mais ce qui est très compliqué dans son cas, c'est qu'il est dévoré par la haine aussi. Et il le dit plusieurs fois, c'est il brûle de haine pour les Allemands en général et les nazis en particulier. À un moment, ça se mélange un peu dans sa tête parce qu'il comprend pas que ce pays qu'il a accueilli, qu'il a fait danser, sombre dans ça. Donc il est vraiment dévoré par la haine. Et ce qui le sauve, c'est vraiment la mémoire de sa sœur et de survivre comme un pied-né à tous ceux qui veulent le tuer. Il y a vraiment un combat en lui assez violent entre la haine et comment exploiter ce feu-là aussi
pour autre chose qu'il a réussi à faire après la guerre malgré tout. Et ce qui est assez touchant dans son histoire, je trouve, c'est qu'il finit seul. Il a des amis dans San Paoli, mais il n'a plus de famille, il a plus. Euh, mais il a été ami avec ces Allemands résistants de la Wehrmacht, parce qu'il y en a eu, Très, très beau. des résistants de l'intérieur qui essayaient de combattre les nazis tout en se faisant passer pour des bons petits soldats. Déjà, ça, c'est assez fascinant. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été connus. Il a été ami avec cet homme qui était un espèce de Pygmalion, une figure paternelle, parce que c'était un prof, en fait, avant la guerre, et qui a mené ce réseau de résistants. C'était son ami, c'était un peu son père, quelque part. Il le dit, il l'appelait Papa Kurt à plusieurs reprises. Ils ont une belle relation, ils étaient passionnés d'art tous les deux, mais pourtant, à la fin de la guerre, il a pas voulu le revoir. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup de choses comme ça chez Céline. Et ce qu'il disait, c'est qu'il était tellement dans la haine et dans la rancœur envers l'Allemagne, il avait peur que ça contamine son amitié avec Goethe. Je sais pas, j'ai un peu du mal à me contenter de cette explication. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Euh, je- J'en sais rien, mais enfin, quand on lit ton roman, on se dit que le moteur de Sylvine comme de Lucas, finalement, c'est vraiment la vengeance. C'est vraiment une violence qui tienne à distance pendant longtemps, qui s'accumule en eux, mais comme elle s'accumule dans le ventre de tous les opprimés, quoi, jusqu'à ce qu'elle éclate. Et jusqu'à ce qu'elle éclate d'une manière compréhensible. Mais après, le truc, c'est quelle est la rédemption à la violence? Comment tu te reconstruis après la violence? Et je pense que la reconstruction, c'est l'art. C'est vraiment ça. C'est la seule rédemption parce qu'ils risquent l'imprudence, ils sont dans la menace permanente et il y a le danger qui est partout autour d'eux, que ce soit Lucas et Iva qui ont les autorités aux trousses ou les versions modernes des chemises noires aussi qui les attendent à la sortie des boîtes pour les tabasser. Et puis Sylvine, qui a la Gestapo aussi. Donc, et je pense qu'ils vivent dans un monde presque claustrophobe et que leur libération, c'est vraiment la danse. Enfin, c'est vraiment un roman. Sur ce que ça veut dire qu'une chorégraphie, c'est-à-dire que l'art n'est pas seulement de l'art est une libération. c'est vrai que toute cette colère et cette violence, il la met beaucoup, en particulier dans le flamenco, qui est quand même quelque chose de très expressif, où on libère beaucoup de choses et on libère en particulier tout ce qui est entremêlé, parce que souvent dans la colère et dans la rage, il y a aussi des choses qui peuvent être positives et parfois les sortir avec du négatif. Enfin, il y a tout ça dans le flamenco aussi qui est très très fort et que j'avais envie d'explorer parce que c'est vraiment un art fascinant à tout égard par son multiculturalisme, parce que c'est né de beaucoup d'influences, par vraiment ce que ça exprime, ce que ça sort. C'est un espèce de cri de rage et d'amour flamboyant où tout est mêlé. Et ça allait bien, ce personnage, ça allait bien à Sylvine, ça va bien à Lucas et Eva. Et c'est marrant parce que quand tu parlais de violence, c'était. Je m'en suis pas rendu compte, mais c'était aussi dans le précédent livre, une histoire de violence, de comment on gère la violence qu'on peut ressentir quand on prend conscience de l'injustice. Les Black Panthers, il y avait une partie très violente chez eux, mais pas que. On se rappelle de la violence, mais pas de tous les programmes sociaux qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont construit. Donc dans ce bouquin, j'espérais comment aujourd'hui un métis qui prend conscience de ces mêmes injustices réagit. Euh, En fait, le petit-fils ne sombre pas dans la violence, contrairement à ce que croit sa mère. Et là, c'est un peu pareil, la violence que ressent Lucas, il ne va pas l'exprimer de la même façon que Sylvine. Euh, il va trouver une voie différente. Et c'est vrai que c'est des questions aussi qui m'interrogent toujours quand on a envie de vengeance, comment est-ce qu'on fait quelque chose de constructif, parce qu'on peut aussi se détruire en détruisant, en étant dans la vengeance. Voilà, c'est Oui, c'est ça. Il s'agit de transcender une pulsion et là, la sublimation vient du flamenco. À chaque fois qu'ils sont dans une impasse, à chaque fois qu'on est à court de souffle, il y a la danse.
qui redonnent de l'espoir, qui redonnent un sens à leur vie, qui redonnent quelque chose comme l'irruption de la poésie, même au cœur des ténèbres, quoi. Et puis ça passe par le corps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par le corps, qui peuvent sortir, qu'on peut expulser, qu'on peut magnifier. Et donc en particulier par la danse, ça peut être par le chant. Là, en l'occurrence, c'est par la danse qu'il y a beaucoup de choses qu'ils arrivent à la fois à expulser et en même temps à se recentrer. C'est-à-dire les moments où ils se perdent, le fait d'être dans le mouvement au sens propre les aide à s'enraciner ouais, c'est ça, à s'enraciner dans leur corps, quoi. Il y a vraiment quelque chose que permet la danse et le mouvement de s'enraciner en soi-même quand on se perd, quand l'esprit part un peu loin, et raccrocher au corps. Il y a une forme de Euh, refuge dans le corps et dans le déguisement, dans le travestissement. Il y a toujours une dimension cathartique, en fait, ouais. de s'éloigner de tout ce qui sont leurs démons. Et en fait, c'est avant tout, enfin, une grosse partie de la thématique du roman, c'est une acceptation du corps. Lucas, en particulier, a beaucoup de mal à accepter son corps. Et je voudrais vous lire un extrait qui dit admirablement ce problème-là, c'est-à-dire c'est des corps indéfinis en fait. Enfin, celui de Lucas, c'est indéfini, il sait pas trop ce qu'il est, il sait pas trop ce qu'il ressent, et il sait pas trop s'il est un garçon ou une fille en fait. Donc, je vais vous le lire. C'est une drôle de chose, le corps. Lucas a grandi en haïssant le sien et en vénérant celui des autres, comme la plupart d'entre nous. La chair nous obsède tous, les peaux et leurs exhalaisons, l'alchimie étrange que leurs rencontres génèrent, comment elles s'attirent ou se repoussent, suivant leur propre langage, la brutalité animale vrombissant sous nos épidermes, le sexe bien sûr. Le sexe nous obnubile car il est partout, à la télévision, dans les magazines, au cinéma, dans les publicités mettant en scène de superbes créatures retouchées à qui nous aimerions ressembler, mais elles n'existent pas. Alors nous souffrons. Nos corps ne sont pas à la hauteur de nos rêves. Et je trouve que, en fait, toute la sublimation qu'ils cherchent dans la danse, c'est de transformer leur corps en rêve. Et c'est ça que je trouve absolument bouleversant parce que quelque part, ça pourrait n'être qu'un roman historique et c'est un roman charnel en fait. C'est un roman qui revient toujours au corps, qui revient toujours à l'identité, qui revient toujours à la confusion des genres finalement. Et je me demandais comment tu t'étais approché de cette confusion des genres, enfin de ces genres indéfinis, particulièrement du personnage de Lucas qui est absolument magnifique pour ça parce que pendant longtemps, bah, il n'est pas en contact avec son corps finalement. Et il veut le rétablir. En fait, je crois que cette perte de contact avec le corps, lui, ça passe par l'indécision. Il ne sait pas exactement ce qu'il est, il ne sait pas exactement ce qu'il veut être. Il n'est pas sûr d'avoir envie de choisir, parce qu'on lui demande de choisir. À un moment, bah, et il sait pas, il n'a pas forcément envie. Je crois qu'on la ressent tous quelque part, peut-être à un moment de notre vie, à des degrés différents, de façon différente. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti longtemps. Longtemps, j'ai oublié que j'avais un corps, en fait. Ouais, moi aussi. J'étais une espèce d'intello désincarné, quoi. Je pensais que l'esprit était plus fort que tout et que par l'esprit, on pouvait dominer le corps. Donc, si on ne veut pas être malade, on n'est pas malade. Si on veut tenir toute la nuit parce qu'on a quelque chose à faire, il suffit de prendre du café et puis le reste, ça ira bien. Et, et un jour, je me suis rendu compte que j'étais désincarnée, que j'étais devenue une espèce de... J'avais perdu quelque chose. Et c'est dommage parce qu'on est des corps, quoi, on est des animaux, tout passe par l'essence. Je me dis, mais je suis en train de passer à côté de l'essentiel, en fait. Et c'est un peu ce que j'avais envie de creuser avec ce livre aussi. Alors, ça passe par Lucas, mais comme je disais, je pense qu'on peut tous avoir
ces errements-là, parce que surtout quand on habite dans des villes où il n'y a que du béton, où du coup nos sens sont un peu anesthésiés par les odeurs de pots d'échappement et on est coupé des corps, on est coupé de la nature, parce qu'évidemment le corps c'est comme je disais, notre père animal, et ce qui relève de la nature, donc on est tellement persuadé d'être des animaux différents des autres qu'on oublie ça. Donc c'était un peu ça aussi que j'avais envie d'explorer avec eux deux. C'est avec Iva qui, elle, a un peu le problème, pas le problème inverse, mais Elle est elle plus est proche très, d'éléments de... Oui, elle est très incarnée, mais trop, parce que du coup, elle suscite beaucoup de désirs et elle ne sait pas gérer forcément ce désir-là, parce que pour elle, c'est envahissant, c'est pesant, le désir des autres, et en particulier des hommes. Lui, donc elle a géré ce trop-plein de regard et de désir sur son corps, et lui, il essaye de se centrer, de s'incarner en lui-même. Donc c'était un peu ça que j'avais envie de creuser aussi avec lui, parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. C'est pas un hasard s'il y a beaucoup de monde se tourne vers le yoga, vers ces pratiques qui aident un petit peu à se recentrer, à plonger en soi-même. C'est d'abord, ça passe par le corps, tout ça. C'est pas, c'est se rappeler qu'on est de la chair et que ça passe par là, la vie. Et par la danse, c'est une belle façon d'explorer tout ça, mais il y a plein d'autres façons de revenir au corps. Mais c'est vraiment des questions ouais, qui m'intéressent, m'interpellent et qui expliquent beaucoup de choses aussi sur notre rapport à la planète. Parce que si on pense qu'on peut vivre enfermé dans quatre murs sans avoir besoin de la nature, du reste du monde sensible, et ben, ça explique aussi pourquoi on fait beaucoup de bêtises avec notre peine. Enfin, pour moi, tout ça, tous ces thèmes-là sont connectés si on creuse dans une autre direction. Euh, et voilà, il y avait ça d'ailleurs dans une première version du roman, mais c'était trop. J'ai écrémé un peu, j'avais mis trop puis, d'histoires et trop de choses sur le corps et sur les arbres, sur quelque notre chose de chamanique, obsession. il y a des arbres, oui, on en avait parlé, je me souviens. Et Là, les arbres se sont limités au poème de Rilke, qui est oui, qui rythme le un des fils roman, rouges du livre. Mm. ouais, qui est un merveilleux rappel de ce que de l'homme au milieu de la nature. Il n'est pas abstrait de la nature. C'est pas du tout une vision cartésienne. Là, pour le coup, c'est vraiment une vision proche de Rilke et proche, oui, d'un certain romantisme au sens allemand du terme, quoi. C'est vrai. Mm. Et j'ai trouvé justement que la vocation et l'épiphanie et la libération passent toujours, parce que en fait, ce livre, c'est avant tout une quête d'inspiration, que ce soit du côté de Lucas et d'Iva, que du côté de Sylvine Rubinstein, quoi. Ils essayent de réaliser leur mission dans l'art, quoi. Même la vengeance de Sylvine Rubinstein quand il va tuer des nazis, ce qui donne lieu à des pages qui sont, pour vous donner une idée, ça fait presque Tarantino par moment, quoi. C'est vraiment une vengeance s'est construit comme un crescendo, et il n'y a vraiment pas de temps mort dans ce bouquin. C'est pas quelque chose de contemplatif, c'est vraiment quelque chose qui vous emmène aux quatre coins de l'Europe et qui vous fait réfléchir sans arrêt, mais c'est une écriture qui est motivée avant tout par le mouvement. C'est-à-dire, c'est une écriture comme une chorégraphie, comme un ballet finalement, ou comme une danse de flamenco. Mais tout part des personnages et tout part de ce qu'ils ressentent. Même quand Sylvain Rubinstein, qui est alors célèbre en Allemagne dans les années 30, va commencer à quitter l'insouciance de sa jeunesse pour finir par s'engager, à partir de là, tout dérape. Mais, et donc, il y a vraiment cette idée de crescendo vers une vengeance qui est quasiment inexorable, comme dans une glorieuse Bastards, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté, on pense à ça, enfin, sa vie, enfin, comme je disais, c'est tellement romanesque. J'ai pris que quelques épisodes comme ça aussi pour construire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, mais qu'il y a dans la biographie et qui sont. C'est en effet, il y a un côté Tarantino, quoi. C'est de cet homme notamment, ces quelques scènes où cet épisode où il va jeter des grenades
Mm. dans un restaurant où il y a des gestapistes en train de s'empiffrer et tu supportes pas, donc il va leur balancer une grenade. Le truc complètement absurde parce que du coup après il faut qu'ils partent ailleurs et qu'ils risquent de se faire repérer. C'est un peu là c'est vraiment une pulsion Presque de une... vengeance quoi. Je leur balance une grenade et paf et alors il met en danger le réseau tout ça. Donc c'est vrai que Et par c'est moments, une vie il y a folle. ces pertes de contrôle-là qui sont saisissantes parce on est souvent dans la grâce de la danse qui vient contrebalancer tout ça, mais il y a vraiment la violence qui, à certains moments, les étreint et à certains moments est totalement irrésistible parce que ce qu'ils voient devant eux et ce qu'ils vivent est innommable, quoi. Enfin, ils assistent à la déportation de leurs amis, à la disparition de leurs amis, et on voit vraiment ce que ça fait aux intériorités, quoi. Ce qu'on voit rarement. Enfin, c'est pas quelque chose de documentaire, c'est quelque chose de profondément viscéral qui vous étreint à ce moment-là, puisque en fait, on est tellement dans l'empathie avec tes personnages qu'on est du côté des marginaux, de ceux que la norme veut faire disparaître, de ceux que ben, on questionne sans arrêt la norme et les préjugés, c'est ça, à travers des gens qui se travestissent, qui assument une certaine libération des mœurs aussi. Enfin, vraiment, on est dans la queue des années folles aussi. Donc, on est dans une audace aussi qui est remise en cause et dans une liberté qui est remise en cause. Et forcément, ça peut nous faire songer à certains aspects de notre modernité, quoi. Mm. Bah, ouais, ce qui est terrible dans sa vie, c'est qu'en effet, il voit tous ses amis artistes partir ou être déportés ou être pillés. Et lui, et beaucoup de leurs amis leur disent, mais partez, partez, sauvez-vous. Et, mais eux, c'est déjà des apatrides, en fait, parce ils ont pas arrêté de bouger, ils ont fui la Russie. Donc, ils ont peut-être un peu trop confiance en eux et un peu trop confiance au fait qu'ils se disent qu'ils se sentent partout chez eux. Ils sont un peu cachés derrière euh, leur pseudo espagnol. Donc, vraiment, il voit pas ouais, il voit pas venir le danger ou le voit venir trop tard, quoi. Et ce qui est sur la violence, lui, il réagit comme ça, mais d'autres, c'était la peur, d'autres, c'était la fuite. Lui, il y avait cette violence-là, mais il était aussi animé ce qui le faisait tenir, c'est qu'il était persuadé qu'il retrouverait sa sœur, qu'il retrouverait leur mère, parce que leur mère était aussi disparu. Donc il y avait aussi ça, je pense, qui l'animait. Peut-être que s'il avait été certain dès le début qu'il ne la retrouverait pas, il aurait fui. Je ne sais pas, enfin, c'est des conjectures. Forcément, quand on prend quelqu'un pour en faire un personnage, on va creuser un petit peu imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans la tête. Mais c'est vrai que c'est fascinant, ce feu-là, qu'est-ce qui l'anime et comment il s'est épuisé un peu aussi, parce que ça dévore quoi, la haine aussi. Pour poursuivre ce que tu viens de dire, parce que je trouve très intéressant, c'est comment comment tu fais la transition en prenant un personnage qui a réellement existé et comment tu en fais ton personnage. Quel est le processus de ça? Alors, en effet, je le dis dès le début, c'est un roman. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait dans la biographie, les éléments de contexte, etc. Mais ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que je suis sortie de la biographie, c'était d'explorer son intériorité, ses sentiments, ses relations avec sa sœur, enfin de me plonger dans sa tête. Donc forcément, là, on bascule dans le roman, puisque si on reste dans la biographie, on ne peut que faire que des conjectures, et ce que le biographe fait bien. Et puis j'avais un peu envie d'imaginer des choses aussi dans son quotidien, de projeter des choses dans lui, forcément. Donc j'ai repris les grandes dates, les éléments, le contexte. Je suis allée rechercher ailleurs aussi un peu les sources sur l'époque et sur ses congénères, les artistes, la scène artistique, etc. Et oui, j'avais vraiment envie de de m'en emparer pour aller plus loin et pour creuser ce personnage le plus loin possible. Et donc, forcément, mettre des choses qui relèvent de l'imaginaire, quoi, quand on est dans le roman. Et
Et en fait, très très vite, il y a eu l'histoire de Lucas et Eva les personnages sont arrivés vraiment en même temps, quoi, très vite. J'imaginais des danseurs de flamenco d'aujourd'hui qui seraient intéressés par Sylvine, qu'est-ce qu'ils verraient en lui, qu'est-ce qu'il incarnerait pour des danseurs d'aujourd'hui. Donc les histoires sont arrivées vraiment en même temps, quoi. C'était, l'idée, c'était pas de refaire juste un roman sur lui, mais de dire bah, qu'est-ce qu'il incarnerait aujourd'hui pour des danseurs de flamenco aussi. Parce que c'est un art particulier qui est aussi en pleine transformation aujourd'hui. Il y a une scène flamenco contemporaine qui est fascinante parce qu'elle casse les codes du flamenco traditionnel, mène plein d'éléments. Donc je me disais, tiens, moi je suis pas danseuse, je connais rien à la danse, si ce n'est que j'ai quelques amies danseuses et que j'apprécie en spectatrice. Mais il y avait ça aussi. Qu'est-ce qu'il incarnerait aujourd'hui pour des danseurs? Sa façon de danser est certainement un peu daté, comme le flamenco des années 30, mais son personnage, son transformisme, voilà. Donc il y avait aussi tout ça qui se mêlait, qui fait que ça a basculé dans le roman et qu'il y avait ces histoires de danseurs contemporains qui sont arrivés en même temps. Oui, parce que enfin, les danseurs contemporains n'ont rien d'un procédé un peu artificiel. Ils existent et on s'attache vraiment très très fort à eux. Et en fait, le fil rouge de leur histoire, c'est Lucas qui raconte l'histoire de Sylvine Rubinstein à Iva. Et chaque soir, je crois, quelque chose comme ça, oui. Et c'est vraiment ce qui les unit, c'est cette passion pour Sylvine. En fait, mon idée, c'était que donc Lucas cherche un peu il est sur les traces de Sylvine à Hambourg, il rencontre cette fille qui le fascine parce qu'elle est ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'elle est une danseuse euh, dans le sol, qui est dans son corps, quoi, qui est très présente. Et donc, il se dit, mais je veux danser avec elle, elle va m'apprendre quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle va trouver à un pauvre type comme moi, alors elle est tellement belle qu'elle peut pas. Donc, en fait, il y a un peu, il y a un côté, elle est mille et nuits, quoi, il faut que je la tienne. Il faut que je la captive. Donc, je vais lui raconter cette histoire. Et elle est intéressée parce qu'elle se dit, tiens, des danseurs euh, un petit peu enfin, différents qui ont réussi à faire carrière dans les années 30 alors qu'ils partaient de rien comme moi, bah, tiens, c'est marrant cette histoire, je vais peut-être apprendre quelque chose. Donc, ils construisent leur relation autour de cette histoire. Euh, et je l'ai construite en effet comme ça, avec eux qui après partent sur danser dans les différents cabarets où ils trouvent des contrats en parallèle avec ce que pouvaient faire Sylvine et Maria dans les années 30, quoi. Donc c'est une espèce de road Dans movie les mêmes croisé. lieux, à des années de différence aussi. Et oui, ça, je me suis amusée du coup à imaginer, bon bah voilà, on sait où ont dansé Sylvine et Maria, le nom des clubs, donc ils essaient de les retrouver. Alors évidemment, en Pologne, tout a été rasé, la ville est entièrement détruite, donc à quelques exceptions près, donc ils retrouvent un des immeubles où il reste quand même la façade, donc ils imaginent, voilà, ils essaient de retrouver un petit peu. Donc je me suis aussi amusée à parler un petit peu de ces villes aussi que par ailleurs j'aime, quoi. Donc voilà, je me suis Et aussi tu as voyagé pour l'écriture du livre? Enfin, tu es allé en Andalousie, à Séville ou en Pologne ou... Alors, pour le livre, je suis allée à Hambourg, du coup, bah, voir un petit peu le biographe et m'imprégner de la ville pour écrire les scènes qui se passent là-bas. Je suis allée à Grenade aussi pour continuer à vraiment comprendre le flamenco et parler des scènes qui se passent là-bas. C'est toujours une question, est-ce qu'on imagine une ville ou est-ce qu'on y va pour vraiment la décrire? Il y a vraiment deux écoles. On peut faire les deux aussi dans un même livre. Là, j'avais envie vraiment d'y aller, comme l'idée c'était d'incarner. Je me dis, si je vais là-bas sous le soleil de Grenade suer, j'arriverai peut-être mieux à en parler de cette ville. Et par ailleurs, j'ai pu vraiment voir du flamenco là-bas dans les échoppes à touristes et dans les échoppes un peu plus authentiques. Donc c'était aussi marrant. Et les autres villes, c'est des villes où je suis allée avant, euh, notamment Varsovie, qui est une ville qui aussi me fascine. Je me disais, d'imaginer que cette ville qui a été entièrement rasée, que les habitants ont reconstruit à partir des ruines, euh, qu'aujourd'hui, qu'il y a cette espèce de cœur moderne autour du palais des sciences qui a été construit par les soviétiques, et une espèce
énorme bâtiment euh, au milieu de la ville comme ça, voilà, une espèce de truc complètement à la fois beau et en même temps, quand on sait ce que ça représente, c'est violent. Enfin voilà, ces villes me fascinent et comme je les connais un peu, je les ai mis, c'est plus facile d'en parler, quoi. Oui, c'est ça. Et ce qui se passe en Hongrie, en fait, je suis pas allée là-bas, mais je me suis inspirée de ce que j'ai vu en Bulgarie, en fait, dans les villages où il y a des... Tu as vu cette euh, espèce de traque dans un village comme ça? Enfin, En c'est fait, j'ai visité des villages un peu déserts parce qu'il y a une très forte émigration et donc il y a des villages où il n'y a plus personne, où il y a des Roms qui sont un peu mis de côté, où il y a des relations un peu compliquées parfois entre euh, les Bulgares et les Roms, ou pas forcément, mais donc c'est plus ça où là j'ai creusé, je me suis inspirée de ça, quoi. parce que c'est vraiment tout un aspect du livre qui met en regard la persécution dont sont victimes les Roms avec la persécution dont étaient victimes les Juifs pendant les années 30-40, quoi. Je C'est voulais, ouais, je voulais pas faire un parallèle non, c'est aussi pas marqué, pour mais revenir à ce que je viens de dire, mais non, non, bah, c'est toujours délicat, mais ce qui est marquant, c'est vrai qu'il y a euh, en Hongrie en particulier, c'est quand même, il y a quand même des lois anti-Roms assez dures, quoi. Donc, euh, après, ça, c'est un peu ma casquette de journaliste qui, voyant ça, enfin, je sais plus à quel moment, ou en voyant ce qu'on écrivait dans le journal sur ça, est-ce que les correspondants là-bas écrivaient que c'est arrivé dans l'histoire, quoi. Après, pourquoi, enfin, parfois on ne sait pas vraiment soi-même pourquoi ça vient sous cet aspect-là, mais ouais, c'est ça qui m'a marqué à ce moment-là quand il va y arriver. Ouais. Et non, je crois que c'est aussi, il y a eu un moment où j'étais un peu obsédée par, j'arriverai jamais à prononcer son nom, Seija Stokja, ça se prononce absolument pas comme ça. Cet artiste, je sais ce que je dois avoir des livres d'elle là-bas. Tzigane qui a été déportée et qui a énormément peint sur le tard après ce qu'elle a vu, avec des choses un peu art brut, extrêmement colorées et bouleversantes. Et je pense qu'il y avait un peu d'elle dans, dans, dans plusieurs de mes livres. Et là, elle est un peu revenue de façon cachée dans Iva, en fait. Mm. je trouve que c'est vraiment cette idée-là qui était déjà dans Je suis ici pour vaincre la nuit, qui portait bien son nom. C'est-à-dire que la seule lueur au milieu de ces époques extrêmement troublées et de ces persécutions dont ont été victimes Sylvine Rubinstein et sa sœur et Lucas et Iva, c'est vraiment l'art qui va recoller les morceaux de leur destin et qui va finalement donner une patrie aux apatrides. Et c'est quelque Ouais. chose d'extrêmement puissant dans ton livre et dans ta vision, et depuis plusieurs livres d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment un motif qui t'occupe beaucoup. Bah, c'est un peu. C'est difficile de ne pas dire des choses convenues sur l'art, mais c'est vrai que quand on cherche à sublimer les douleurs ou les traumas, l'art, c'est pas mal pour ressortir tout ça. Et en tout cas, c'est vrai que eux, c'est par la danse. Yolor, dans un précédent livre, c'était par la peinture. Et c'est le meilleur médium pour soit en le regardant, soit en le pratiquant, en étant professionnel ou pas, quoi. Mais c'est vrai que ça, ça, ça apaise les plaies. Parce que finalement, tous ces personnages dans ton livre passent leur temps à quitter leur vie, passent leur temps à voir leur vie bouleversée, mais ils arrivent à transcender ça en se consacrant au flamenco. Et c'est surtout un livre qui nie les frontières, c'est-à-dire que eux, ils viennent d'Europe de l'Est et ils sont fascinés par un art qui est largement espagnol. Et, euh, et donc, ça dit quelque chose de l'âme européenne à travers le croisement de tous ces destins et des échos de tous ces destins qui disent une identité européenne qui est tellement
menacée, qui a toujours été menacée, qui était menacée dans les années 30 et qui est menacée maintenant. Je veux dire, l'Europe est quand même une âme fragile, quoi. Et là, c'est vraiment un hommage à tout ce qui fait la culture européenne, mais jusqu'aux influences arabisantes qu'on voit à l'Alhambra, qu'on voit. Enfin, c'est vraiment un roman qui, moi, me fait songer. Vous savez, souvent, on se balade dans des quartiers un peu anciens et on se dit, il y a des fantômes. Et, euh, et Marie Charelle, c'est vraiment quelqu'un qui voit les fantômes et qui rend sensible nos liens avec ce passé-là, qui est pas si loin, qui est vraiment à portée de main quand on sait le regarder, quoi. Et ça surgit dans une musique, ça surgit dans une présence, ou dans le miracle de ces deux duos fusionnels qui sont invincibles quand ils sont ensemble parce qu'ils savent réinterpréter le monde pour le rendre beau, même au milieu de l'horreur, et ça peut les porter dans tous les drames qu'ils peuvent traverser, quoi, et dans tous les dangers qu'ils traversent. Ça les rend plus grands qu'eux-mêmes. Et c'est vraiment un livre sur cette humanité qui arrive à se hisser dans ce qu'elle a de plus noble, en fait, et dans ce qu'elle a de plus intouchable, finalement. Alors que c'est des gens qui sont très en danger tout le long du livre. Et on sait que quelque part, ils ont cette lumière-là qui les guide, en fait. Alors, deux choses, c'est vrai que ce qui est fascinant sur l'Europe, c'est que quand on va très loin d'ici, en Asie, on se rend compte qu'il y a vraiment une identité européenne. Mais quand on est dans l'Europe, il y a parfois, euh, il y a quand même des peuples un peu arqués sur des nationalismes, surtout en Europe centrale. C'est des identités compliquées parce qu'elles sont jeunes, parce qu'il y a toujours la peur et, euh, des minorités qui peuvent entraîner le pays dans des choses compliquées. C'est un peu l'histoire du cœur de l'Europe et de la poudrière des Balkans. Mais en même temps, il y a une identité européenne. Donc c'est un peu paradoxal. Et il y a une autre chose pour parler du flamenco qui m'a beaucoup inspirée et que j'ai regardé des dizaines de fois parce que ça fait le lien entre l'Europe, entre tout ce qu'on peut aimer dans l'interculturel. C'est le film de Tony Gatliff qui s'appelle L'Achodrome J'y ai beaucoup pensé en lisant le livre. aussi, parce que c'est ça le flamenco, en fait, le lien entre l'Europe centrale, entre cette Rome de Hongrie et l'Andalousie et Lucas est allemand, c'est que donc dans ce film de Tony Gatliff, ça commence, en fait, il fait le parcours qu'on suppose de l'identité rome tigane qui serait partie du nord de l'Inde et qui aurait diffusé après par l'Europe du nord ou par le sud arrivant en Espagne. Et donc il fait ce parcours en partant et par la danse et la musique. Et donc ça commence avec une danse des gamins au nord de l'Inde. Et on circule comme ça de pays, on passe en Europe centrale avec des scènes incroyables des musiciens. Enfin, c'est un film où on a envie de danser tout le long et c'est fascinant parce qu'il remonte. Voilà, et je pensais souvent à ça en fait. C'était un peu mon idée, bah tiens, pourquoi cette fille-là, elle aime le flamenco, pourquoi pas? Et pourquoi cet Allemand, bah pourquoi pas? Enfin, il y a un peu tout ça dans le flamenco, et puis après, ça s'est mêlé avec les influences arabes au sud de l'Espagne, mais ça vient aussi de là. Enfin, voilà, ce film de Gatliff est assez. Ben, il est Enfin, fondamental pour. Enfin, il y a vraiment une ressemblance avec le livre, c'est qu'en fait, c'est tout ce que les politiques ne disent pas, tout ce que les frontières ne disent pas, tout ce qui réunit les gens, c'est-à-dire la musique ou la danse ou l'art en général, mais particulièrement la musique et la danse parce qu'il n'y a pas besoin de langage finalement. Et donc finalement, c'est une forme d'unification des âmes qu'on ressent très très fort à la lecture de ton livre et qui balaye le temps et l'espace, quoi, parce que on est avec eux. Enfin, moi, je connais pas le flamenco plus que ça, et j'ai été mais enivré par ces scènes de danse qui balayent tout, qui vous emportent comme des poésies, comme des voyages chamaniques, là, pour le coup, parce que en fait, ils sont dans des espèces de pas, ils quittent leur corps quand ils dansent, quoi. Ils sont plus grands qu'eux-mêmes. Ça devient des espèces de divinités dont on ne connaît pas toujours le sexe. Enfin, ça devient oui, c'est ça, des dieux incarnés le temps d'une musique, quoi, et d'une transe.
Et je trouve que c'est un roman qui nous invite à risquer l'imprudence contre la menace permanente, c'est-à-dire vraiment oser le sublime parce que c'est la seule chose qui nous sauvera de toutes nos horreurs et de toutes les mesquineries qu'on déchaîne autour de nous. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui nous définit, c'est avant tout ça. Ouais, et puis la transe et la communion dans la transe, parce il la partage, il partage ça très très fort. C'est un peu ça le duende, je crois, même s'il y a plein d'explications, mais personne ne sait ce que c'est vraiment le duende. C'est l'âme du flamenco. Je suis en train de regarder par là parce que il y a un petit livre merveilleux de Garcia Lorca sur le duende. C'est magique. Et en fait, c'est ça, c'est la transe, quoi. Si on brûle, on ne sait pas trop pourquoi, il se passe un truc. Et il y a ça dans le flamenco. Des fois, il y a des danseuses de flamenco qui sont pas forcément belles, qui sont, je sais plus quel livre raconte ça, une maman un peu pas très gracieuse, mais quand elle se met à danser, ah, Elle est il y a grande. un truc fou quoi, de transe, enfin, et ça, c'est en fait ce qu'on peut avoir envie de vivre le plus possible, quoi. C'est C'est de ces la moments de. transfiguration, c'est quelque chose de vraiment mystique qui, à plusieurs reprises dans ton livre, nous dit que finalement, même à côté des horreurs de l'histoire, bah ça transcende tout, ça transfigure tout en fait. Même après les vengeances, après les rancœurs, après les deuils, après, il reste ça. Et c'est vraiment un livre sur ce feu-là. Ça nous permet de dépasser nos horreurs, de dépasser nos traumatismes, de dépasser l'histoire. Et c'est une écriture extrêmement poétique et extrêmement habitée finalement, dont on n'a pas l'habitude quand on revisite des périodes historiques de cette manière-là, quoi. C'était, oui, c'était aussi comme je disais au début, je voulais pas faire un livre trop didactique sur ah bah regardez l'histoire se répète. Non, je voulais vraiment que ce soit par par les personnages, donc par leur corps et par c'était plus intéressant à explorer parce qu'en fait le reste on le sait, donc il n'y a pas besoin de trop le souligner. Euh, et puis oui, comme tu dis, c'est ces moments de transe et de communion où on ne sait pas trop ce qui se passe et on n'a pas forcément envie de l'analyser. C'est c'est ce qui nous aide un peu à tenir face à tout le reste, quoi. Mais Que ce justement, soit. il y a toutes ces scènes d'extase qui sont très dures à décrire. Enfin, quand on parle de musique en littérature, c'est très casse-gueule parce que c'est vraiment c'est pas facile à rendre, quoi. Et là, c'est la première fois que je vois des scènes de danse et de musique qui sont parfaitement habitées, qui parlent de frissons, en fait, qui parlent de... En fait, à chaque fois que les personnages vont trouver du courage, vont trouver ils vont trouver la force de défier les choses, ils vont retrouver leur fierté, ils vont retrouver une volonté de revanche et une volonté de faire face finalement à toute l'adversité à laquelle ils sont confrontés, c'est vraiment par la musique. C'est pas en épousant une bannière, c'est pas en épousant une cause, c'est en épousant l'inspiration qui les anime. Et ça, c'est absolument fascinant dans ce bouquin. Bah, je suis touchée que c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire et j'ai déjà essayé de faire ça dans d'autres livres et je n'avais pas réussi en fait. J'ai fait plusieurs tentatives de parler de ça, de ce frisson, de la musique, il m'a fallu du temps pour trouver. Je pense qu'il fallait que ce soit sur le flamenco en fait. Le flamenco c'est plus facile parce que c'est tellement les tentatives que j'avais pu faire avant, c'était sur des concerts c'était d'un personnage qui ressemblait un peu à Pete Doherty dans mon esprit. Ça marchait pas, ça Oui, marchait moins bien. Le frisson. Avec le flamenco, c'est peut-être que j'ai choisi cet art-là parce il est plus facile à décrire dans oui, dans sa force. Ou en tout cas, en fait, c'est plus passé par la danse que par la musique finalement. Ouais. Mais ouais, je pense dans les gestes, dans l'expressivité des gestes, finalement, tu n'as pas besoin de dire pourquoi ils sont émouvants, ils sont spectaculaires. Enfin, vraiment, on est hanté dès les premières pages du livre par ces deux silhouettes qui s'imposent comme des symboles incroyables. On va les surnommer les danseurs de l'aube parce que c'est en marge des manifestations autour du G20. Et
Et un photographe est là et voit ce couple qui se met à danser au loin. Et il prend la photo et ça devient un espèce de symbole de résistance incroyable. C'est la photo de Che Guevara, quoi. C'est le regard de Che Guevara qui va inspirer des multitudes de gens parce que ça dit quelque chose de notre noblesse et de notre beauté, quoi. Et ces deux personnes, bah, c'est Iva et Lucas qui vont inspirer presque tous les exclus et tous les opprimés. En fait, c'est quand même une façon de rendre leur fierté aux opprimés. T'as tout le sous-texte du livre, c'est celui-là. C'est tous ceux qui la ferment d'habitude, bah, ils vont retrouver une forme de fierté. Tous les, tous les homos, tous les trans, tous les travestis, tous les gens qui sont indécis, tous les gens qui sont timides, tous les gens, bah, ils retrouvent leur fierté quelque part à travers le flamenco d'ailleurs. C'est vrai que j'avais envie de m'amuser avec cette photo. Je sais pas pourquoi cette scène est arrivée, mais je pense que c'est quand j'étais à Hambourg et que c'était pas très longtemps après ces scènes d'émeutes un peu folles dans, dans cette ville allemande, avec les fumigènes, j'imaginais comme ça de gosses qui dansent et qui se fichent complètement Donc il y a eu cette image-là et j'imaginais qu'elle devenait un espèce de mème sur Internet et en fait, c'est fou parce que je me rends compte en disant ça que j'ai fait exactement, enfin pas exactement, mais un peu la même chose dans l'ouverture du Nuit avec Jean Sibert qui commence avec une photo aussi. La photo de Black Lives Matter où on voit cette femme magnifique avec un pan de robe qui se tient face à des policiers harnachés. C'est fou, hein. Je me suis pas rendu compte, c'est pareil. Des policiers harnachés, tout le monde était frappé sur Internet par cette créature frêle face à des gars. Et, euh, et cette photo a dit beaucoup de choses. Et en fait, c'est un peu la même, c'est un peu ça, c'est que Oui, c'est la même chose. cette photo se met à circuler sur Internet et ils se disent, mais c'est. Et donc, tu as tout un tas de gens qui se mettent à spéculer, à fantasmer sur cette photo, mais c'est qui, ça dit quoi, et ça devient une espèce de forme de résistance. Donc, je me suis aussi amusée avec cette photo dans le livre, quoi, sans dévoiler la fin. Non, non. Mais voilà, mais ça c'est marrant parce que il y avait ça aussi. Bah, c'est la force du symbole, en fait. C'est la force de tout ce qu'on ne peut pas dire et de toute la magie d'un geste et d'une présence, quoi. Et c'est vraiment une sorte de charisme chorégraphique, finalement. Et que tout au long de ton livre, tu décris des êtres qui deviennent plus grands qu'eux-mêmes, finalement, et ils sont pleins de barrières, ils sont pleins d'empêchements, finalement, à être eux-mêmes, et ils y arrivent quand même. Et je trouve que c'est cette manière de tout surmonter par le corps, justement. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas une cause qu'ils vont épouser et en hurlant des slogans et des idées toutes faites. Non, non, c'est vraiment en existant et en épousant bah, la sincérité de leurs gestes, quoi, en allant au bout de leurs gestes. Et ça, Oui. c'était merveilleux, quoi. Donc, écoute, bah, merci beaucoup, Marie. Merci à toi et puis merci à vous de nous avoir écoutés en ce vendredi soir. Donc, Ah, il y a quelqu'un qui va le lire ce week-end. merci Nicole. Et puis, ben, on pourrait en parler longtemps, mais là, ça fait Il déjà. faut m'arrêter hein, parce que sinon je m'arrête pas jusqu'à Bah oui, 3 heures du matin. mais, voilà. Ben, merci. Ben, merci à toi. J'espère que j'ai pu donner envie à tous ceux qui sont là parce que vraiment, vous ne regretterez pas. C'est un ouvrage magnifique qui, moi, m'a transporté pendant les 2 ou 3 jours où je l'ai lu. J'étais dedans, quoi. Donc, c'était foncer dessus parce que des romans qui font du bien comme ça et qui vous inspirent comme ça et qui vous rendent, bah, qui vous donnent envie de voyager, mine de rien, en ce moment, voyager, c'est pas rien, quoi. Et, euh, et donc, ben, vraiment, vraiment, c'est une merveille des éditions de l'Observatoire, encore, de cinéma. Et,
Bah, je peux que vous conseiller de le lire et de vous mettre au flamenco, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, merci à tous en tout cas. Et puis, la prochaine fois, j'espère, sur nos rencontres au coin du feu. Voilà. Merci. Ben, je vous embrasse tous.